L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Bienvenue dans le podcast L'école d'abord. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'autodétermination. Mais qu'est-ce donc l'autodétermination ? On parle très souvent de la motivation des élèves. Eh bien justement, la motivation, ça regroupe plein de choses et notamment l'autodétermination. Comment faire pour que les élèves soient motivés ? Mais quand on dit motivé, on dit vraiment motivé et pas juste pour avoir une bonne note ou une récompense. On va essayer de vous expliquer tout cela et peut-être vous donner envie de vous en servir de cette fameuse autodétermination, que ce soit à la maison ou à l'école. Élise, ça existe depuis quand ce terme d'autodétermination ? Dans les années 80, 2 psychologues américains se sont emparés de ce concept d'autodétermination pour repenser la motivation. On vous explique. Au départ, à cette époque, on pensait que pour être motivé, il fallait donner des récompenses aux gens. Qu'il y avait vraiment, les gens étaient motivés parce que derrière, on allait leur donner des bonnes notes. Et dans le monde professionnel, ils allaient être récompensés par leur chef. Eux se sont rendus compte que pour une motivation durable et intense, ce système de récompense ne suffisait pas. Il fallait que la motivation soit intrinsèque. Et c'est là qu'ils vont différencier cette motivation extrinsèque de la motivation intrinsèque. Mais tu vas nous en parler un peu plus, Élise. Parce que donc, si je comprends bien, la motivation extrinsèque, c'est celle vraiment liée aux récompenses qui est extérieure à soi finalement. Et la motivation intrinsèque, c'est vraiment ce qu'on ressent soi-même, ce qu'on détermine pour soi. Petit à petit, ils ne vont pas les opposer. Ils vont comprendre qu'il s'agit d'un continuum. Donc effectivement, moi ce que j'en ai un petit peu compris, c'est qu'il y a plusieurs niveaux par rapport à cette fameuse motivation. Il y a un premier niveau qui est donc dans la motivation extrinsèque. C'est tout simplement quand il y a une absence de motivation. Est-ce qu'on a un exemple d'absence totale de motivation ? C'est juste à l'école, quelqu'un qui ne vient pas en cours. C'est même pas de la motivation extrinsèque, c'est qu'il n'est pas motivé du tout. Aucun intérêt, aucune peur des punitions, de sanctions. Imaginez votre élève ou l'enfant qui est absent, qui ne vient pas. Donc ensuite, il y a le deuxième niveau, c'est quand on va quand même chercher une récompense ou on va justement venir à l'école pour éviter une sanction ou alors encore quelqu'un qui va venir en cours juste pour espérer obtenir son diplôme, sa certification ou lors d'un stage pour récupérer ses points de permis de conduire. Effectivement, la motivation, elle n'est pas tellement intrinsèque, hein, donc on est toujours sur de la motivation extrinsèque. Le troisième niveau, c'est j'ai compris qu'en France, l'école était obligatoire jusqu'à 16 ans. Je vais m'asseoir au fond de la classe, je vais faire acte de présence. J'ai compris que c'était un mal nécessaire. Après, j'ai un autre projet professionnel, je ferai autre chose. Mais là, en attendant, je suis à l'école et j'attends. Alors, ensuite, on a le quatrième niveau. Donc là, on a quand même un début de motivation intrinsèque parce que l'élève commence à comprendre l'intérêt de sa raison en cours. Mais il se rend compte aussi que ça demande un effort parce que tout simplement, il n'est pas non plus extrêmement motivé. Il ne se rend pas encore compte de tout l'intérêt que ça va représenter pour lui, mais il commence quand même à comprendre que c'est peut-être utile. Donc ensuite, on a le cinquième niveau. Donc là, ça y est, l'élève a compris l'intérêt et surtout, il va considérer que c'est indispensable pour l'objectif qu'il s'est fixé, mais toujours, il va avoir besoin de fournir des efforts importants. Il n'y a toujours pas cette notion vraiment de plaisir. J'ai un exemple en tête, toujours dans le domaine de l'enseignement. Lors de ce moment du Covid, tous les professeurs se sont retrouvés à la maison. Ils devaient toujours faire cours, mais on a été obligé de repenser notre enseignement et on a dû se mettre à l'informatique, à la visio, et même les personnes qui étaient le moins motivées se sont dit là de toute façon il va falloir que je m'y mette, ça va me demander un effort, mais c'est indispensable parce que là on ne peut pas faire autrement. On arrive donc au sixième niveau qui est enfin la motivation intrinsèque où l'élève trouve un réel intérêt dans ce qu'il fait. Ça lui coûte donc peu d'efforts parce qu'il y trouve un vrai plaisir et ce plaisir est vraiment ce qui prime avant le reste. Alors nos deux fameux psychologues américains, comment s'y sont-ils pris pour que cette fameuse motivation et l'intérêt que les enfants vont porter à leurs apprentissages viennent vraiment d'eux-mêmes, que leur motivation soit intrinsèque, Élise ? Dans leur recherche, ils ont démontré que cette motivation est influencée par 3 besoins physiologiques fondamentaux. Donc on va pouvoir inciter une personne à trouver du plaisir et réaliser l'action qu'on souhaite qu'elle fasse finalement en
comblant ces 3 besoins fondamentaux. Quels sont-ils ? D'abord, le besoin d'autonomie. Le besoin d'autonomie, ça va être se sentir libre de faire ses propres choix pour prendre des décisions qui ont du sens pour soi. Autre besoin, le besoin de compétence. Oui, on est motivé quand on se sent capable. Si on se sent dépassé par la tâche, on va pas être motivé et ça, on s'en rend compte dans la vie de tous les jours. Et puis, ce besoin de compétence va nous permettre de nous fixer des objectifs pour progresser et développer des savoir-faire. Troisième besoin, le besoin d'appartenance sociale. L'être humain ne vit pas seul, il vit parmi d'autres et il a besoin des autres pour vivre. Il est intégré dans un groupe et il a besoin de se sentir soutenu et reconnu par les autres. Et oui, ça participe aussi à sa motivation. Je vais juste préciser qui sont Édouard Deschy, alors je sais pas comment ça se prononce, et Richard Ryan, je vais le prononcer à la française, c'est pas grave. Donc c'est 2 fameux psychologues qui sont à l'origine de ce qu'on appelle en anglais donc la Self-Determination Theory, donc appelée TAD en français. Et donc, je reprécise ce qu'ils ont vraiment développé et écrit, parce qu'ils ont écrit des ouvrages. Donc, c'est que la motivation extrinsèque, donc elle repose, comme on l'a dit, sur des facteurs externes, donc ça va être les notes, les récompenses, mais aussi les punitions ou les pressions sociales. Alors, ça peut fonctionner à court terme, mais à long terme, ça va être plus compliqué. Alors, il ne s'agit pas pour autant de les supprimer complètement, mais il faut qu'elles soient complètement corrélées et qu'elle aille de pair, cette motivation extrinsèque avec donc la motivation intrinsèque qui elle donc repose sur le plaisir d'apprendre, être curieux, l'envie de vouloir se dépasser et donc sur du long terme. Mais donc maintenant dans le cadre scolaire pur et dur, déjà c'est hyper important de réduire la pression des évaluations et des contraintes pour effectivement que l'enfant puisse être motivé sur du plus long terme de façon plus engagée aussi. Et donc c'est une sorte de continuum de l'autodétermination qu'on va essayer d'appliquer à l'élève. Et donc, pourquoi vraiment est-ce important, Élise ? Parce que en développant cette fameuse autodétermination, à l'école, vous allez avoir des enfants qui vont avoir envie de réussir et ça va fonctionner. À l'école, on parle beaucoup de pédagogie de projet. Ça recoupe tout ça. Les recherches en éducation, donc celle de Ryan et Deschy dont tu parlais, mais aussi celle de Roland Viau, montrent que ces élèves qui développent une motivation intrinsèque, vont être plus engagés dans les apprentissages. Les stratégies qu'ils vont employer vont être plus efficaces. Ils vont apprendre à gérer leur temps, ils vont apprendre à s'autoréguler et ça peut fonctionner dans une pédagogie de projet, tout à fait. Ils vont prendre plus d'initiatives, ils vont oser explorer, expérimenter, vous voyez l'idée, ça va être chercher des solutions par eux-mêmes, être persévérants. Ils vont s'engager dans l'apprentissage. Ils vont vraiment être des acteurs de leur apprentissage. Et nous, en tant que professeurs, on va devoir aider les élèves à être acteurs de leurs apprentissages tout en respectant les programmes, parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. Il y a des programmes et des compétences à respecter. Comme on l'a dit en introduction, ça se passe aussi à la maison, toujours la fameuse coéducation qu'on prône avec Élise. À la maison, l'autodétermination, c'est par exemple de proposer à l'enfant la possibilité de choix, évidemment adapté à son âge, pour lui permettre donc une meilleure confiance en lui. Ça permet d'apprendre en fait à l'enfant à prendre des responsabilités parce que il va comprendre que ses décisions ont des conséquences. Il va devenir plus autonome, notamment dans la gestion de son quotidien. Quand on vous parle d'autonomie, quand on vous parle de choix, il faut aussi donner un cadre à votre enfant. Ça pourrait être tes devoirs, tu dois les faire. Maintenant, tu peux choisir le moment. Est-ce que tu veux les faire avant de prendre ton goûter ou après le goûter ? Ce simple choix va donner à votre enfant un sentiment de contrôle tout en respectant le cadre. Ça, c'est vraiment très important. Maintenant, on va essayer de préciser comment on peut développer cette autodétermination selon l'âge de l'enfant. Et on peut commencer dès la petite enfance. N'est-ce pas, Élise ? Tout à fait. On peut commencer chez les jeunes enfants. Alors, c'est clair que quand les enfants sont petits, ils commencent à explorer leur autonomie, mais comme tu le disais, ils ont besoin d'un cadre clair et sécurisant. Donc, il ne s'agit pas de leur proposer quelque chose qui va être très très large, comme le fameux « comment tu veux t'habiller aujourd'hui ?» où finalement l'enfant va être indécis et va vouloir s'habiller par exemple en short d'été en hiver et ça va donc poser des problèmes où le parent va être obligé d'intervenir. Non, mais plutôt quelque chose du type « bon, aujourd'hui il fait frais, tu vas devoir mettre un pull, mais regarde, je t'ai sorti le pull rouge et le pull bleu, lequel préfères-tu mettre aujourd'hui ?» Donc ça laisse un choix. Parce que, évidemment, il faut qu'on fasse attention aux enfants qui pourraient être anxieux. D'ailleurs, les psys en général le rappellent que de demander aux enfants de faire des choix peut générer de l'anxiété. Toutefois, si ces choix sont
cadré et ne relève pas d'un choix cornélien, eh bien, on peut tout à fait permettre à l'enfant de gagner aussi jeune en autonomie en proposant des choix restreints, on va dire. Et donc, ça se poursuit, comme on l'a dit, en coéducation à l'école. Donc, à cet âge-là, à l'école, on peut faire quoi, Élise ? Alors, je vais reprendre cette idée des 3 besoins fondamentaux à combler. Le besoin d'autonomie. Eh bien, à l'école maternelle, donc pour des élèves d'âge 3-6 ans, vous allez favoriser le jeu libre. C'est important et c'est noté dans les programmes. Laissez les enfants jouer librement. Il faut leur laisser un temps quotidien où ils peuvent jouer librement entre eux. Cela favorise les interactions, cela développe beaucoup de relations sociales entre eux. D'autre part, je vous ai parlé de jeu libre. À l'école maternelle, nous avons également des programmes. On ne fait pas ce qu'on veut parce qu'on a décidé de le faire. Nous avons des compétences à travailler. Je vais vous en donner une toute simple. On va demander aux enfants de recomposer le mot école. Imaginez, vous avez des petites lettres Lego ou des petites lettres aimantées. La compétence, c'est remettre les lettres du mot dans l'ordre. Eh bien, vous, c'est votre objectif. Après, que l'enfant utilise des lettres avec des tampons, des petites lettres découpées en papier, qu'il utilise des lettres Lego, enfin vraiment, peu importe le matériel finalement, puisque la tâche que vous voulez, l'objectif que vous vous êtes fixé et que vous voulez que l'enfant comprenne, c'est remettre les lettres dans l'ordre. Et comprendre, à terme bien sûr, c'est que comprendre que chaque lettre fait un son et qu'on ne peut pas les mettre dans n'importe quel ordre. Eh bien, en laissant un choix limité aux élèves, vous allez vous centrer surtout sur l'objectif et pas tant sur « Ah bah aujourd'hui, il fallait découper les lettres, il fallait les coller, il fallait pas les mettre trop en haut de la feuille ni trop en bas, il fallait les mettre au milieu. » Parce que parfois on a ça. On a les enfants qui n'ont pas du tout compris la tâche. Ils sont dans la description de la tâche mais ils n'ont pas compris l'objectif. En favorisant cette autonomie, en favorisant ce choix, vous allez développer une motivation parce que l'élève a compris ce qu'il devait faire et pourquoi il devait le faire. Autre exemple pour répondre à ce besoin d'autonomie, la mise en place des ateliers autonomes. Pour les parents, vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être certains professeurs de vos enfants travaillent de cette façon. C'est pendant une période donnée dans la journée, les enfants vont pouvoir choisir une activité parmi plusieurs proposées. Quand on parle besoin d'autonomie, n'oublions pas les enfants à besoins éducatifs particuliers parce que l'école est, et se doit de l'être depuis 2005 maintenant, l'école est inclusive. Quand vous avez des enfants avec des troubles de la motricité fine, des retards psychomoteurs, il faut pouvoir leur proposer d'un matériel scolaire ergonomique pour qu'ils puissent faire au même titre que les autres les activités et pour développer leur autonomie. Autre besoin, le besoin de compétences. Un enfant va avoir envie d'apprendre quand il va se sentir capable, quand la difficulté n'est pas hors d'atteinte, qu'il va pouvoir y arriver avec l'aide mesurée de l'enseignant ou des adultes qui sont présents. Et ce besoin de compétences nécessite qu'il sache, même en petite section, là où il en est dans ses apprentissages. Alors oui, ça va être un apprentissage tout le long de la maternelle et puis après également, mais c'est où j'en suis dans mes apprentissages et vers quoi je tends. Un exemple tout bête. En petite section, on apprend aux élèves à tracer des traits verticaux. Bon, et bien vous lui dites, regarde, le premier atelier que je te propose, ça va être tracer des traits verticaux sur une grande feuille. Mais je te montre aussi ce que l'on va faire si tu y arrives. Par la suite, on va le tracer sur un plus petit format, puis après, on le tracera sur une coquille d'escargot. Vous imaginez une photocopie de coquille d'escargot où on va devoir tourner la feuille. Donc si vous lui proposez ces 3 ateliers, l'enfant va se dire « Bon, aujourd'hui, j'ai réussi qu'à faire ce premier atelier, mais je sais que la prochaine fois, et je vais apprendre à tracer des traits verticaux sur un plus petit format. » C'est important pour l'élève de se projeter dans les apprentissages. Et tout à l'heure, tu parlais des enfants à besoins particuliers. C'est vrai qu'on pense aussi aux AESH qui ont eux aussi besoin de faire partie de tout cet apprentissage concernant l'autodétermination parce que justement, chaque année, quand on va réévaluer le projet personnalisé de scolarisation de ces élèves, il faut aussi adapter l'accompagnement de l'AESH et notamment pour favoriser l'autonomie de ces élèves, et bien parfois baisser, on va dire, un petit peu l'accompagnement de l'AESH, qu'il s'impose moins auprès d'élèves pour lui laisser justement une plus grande part d'autonomie et donc de développer aussi chez ces enfants-là l'autodétermination. Et ces élèves à besoins éducatifs particuliers, il va être important aussi, au même titre que les autres d'ailleurs, il va être important de répondre à ce besoin d'appartenance sociale. C'est important que les enfants, tous les enfants, se sentent valorisés par les autres, se sentent en confiance, en sécurité affective, qu'ils se sentent faire partie d'un groupe. Et comment concrètement à l'école on va pouvoir les valoriser et leur donner ce sentiment de responsabilité
commencer, eh bien, c'est en leur proposant des petites responsabilités au quotidien. Donc ça va être, toi aujourd'hui, tu es responsable avec un autre d'apporter la pochette de cantine, de savoir les enfants qui mangent à la cantine. Toi, est-ce que tu veux bien être le messager aujourd'hui? Vous voyez, c'est que l'enfant trouve sa place dans le groupe parce que il a une tâche particulière et pour que l'enfant sente qu'on a besoin de lui, qu'il fait partie de ce groupe. Voilà un peu quelques idées concrètes pour les enfants d'âge de 3 à 6 ans. Maintenant, pour les enfants d'âge de 6 à 12 ans, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Alors là, du point de vue de la maison, ce qu'on peut faire à cet âge-là, c'est effectivement leur proposer, on va dire, un peu plus de responsabilité parce qu'ils vont avoir davantage besoin d'expérimenter notamment la prise de décision. Donc ça peut être, par exemple, de permettre un peu plus d'autonomie dans l'organisation des devoirs, faire des propositions du type tu préfères travailler en musique ou en silence? Alors voilà, il y a clairement, on va dire, l'injonction de tu fais tes devoirs, mais de proposer un cadre pour les faire et c'est l'enfant qui va choisir lui-même et ça va donc permettre la motivation intrinsèque. On peut aussi impliquer l'enfant dans certaines décisions familiales. Alors on ne va pas lui dire c'est toi qui choisis la destination des vacances cet été, mais ceci dit, on peut l'impliquer. Mais par exemple, ça va être ce soir on va cuisiner des légumes. Est-ce que tu as une idée de recette? Quels légumes aimerais-tu qu'on cuisine? On peut peut-être le faire ensemble aussi d'ailleurs. Ou voire même à partir, on va dire de 10 ans, l'enfant peut cuisiner avec l'aide de l'adulte, mais ça peut être lui qui est en charge du repas ou d'une partie du repas. Alors on peut aussi proposer d'encourager les projets personnels, donner plus de temps et de moyens aussi pour développer un intérêt que l'enfant lui-même a développé et qui vient pas une fois de plus de ses parents. Ça peut être du bricolage, du dessin, de la poterie, que sais-je. Donc voilà, vraiment essayer petit à petit de laisser de plus en plus de place à l'autonomie tout en gardant un cadre sécurisant. Et donc à l'école, toujours ces 3 besoins. Dès le CP, vous pouvez mettre en place des feuilles de route. Qu'est-ce que c'est une feuille de route? Vous leur dites quand tu as terminé tes activités ou sur un temps dédié, je te donne une feuille avec des propositions d'activités. Tu les fais dans l'ordre que tu veux. En revanche, tu as une semaine ou 15 jours, ça c'est à vous de voir, pour les effectuer. D'autre part, il existe aussi les plans de travail. Donc là, ça va être plus individualisé. Ça va être en fonction des capacités des élèves. C'est bon, alors je t'ai prévu telle activité parce que je sais qu'en conjugaison, on peut travailler tel temps. En multiplication, tu en es à cet endroit-là. Et en plus de cela, je te propose, une fois que tu auras terminé ces activités, où tu peux choisir un projet personnalisé. Donc ce projet personnalisé, ça peut être une construction, ça pourrait être présenter son livre préféré à la classe. Vous voyez, c'est toujours cette idée d'impliquer l'élève. Besoin de compétences, les fameuses ceintures de compétences. Je pense que ça parle pas mal aux professeurs, notamment les ceintures de compétences de Charivari. L'idée, c'est de proposer aux élèves de progresser dans certaines matières avec le système de ceintures de couleurs, comme au judo. Les élèves s'entraînent sur une compétence et après, ils passent un test quand ils se sentent prêts. Donc ça peut être en conjugaison, en multiplication. Vous voyez un peu l'idée. Besoin d'appartenance sociale. Vous allez pouvoir développer en classe la coopération, mettre en place des conseils de coopération. Donc pour les parents, les conseils de coopération, vous réunissez toute votre classe et vous parlez de la vie de la classe, ce qui pourrait être amélioré, quels sont les projets de la classe. Vraiment, c'est toujours cette idée d'impliquer les élèves dans leurs apprentissages. Alors maintenant, on va passer vraiment aux adolescents de 12 à 18 ans, donc même adultes, n'est-ce pas? Donc là, c'est vraiment super important, l'autodétermination, parce que ça va jouer un rôle essentiel dans la construction de l'identité et la motivation du jeune. Et au contraire, si on bride cela, notamment en tant que parent, on risque d'avoir vraiment une explosion et donc la fameuse aussi crise de l'adolescence, parce que c'est un réel besoin, l'autonomie à cet âge-là, et donc l'autodétermination. Donc c'est quoi exactement d'un point de vue familial? C'est notamment permettre à l'adolescent de complètement organiser son emploi du temps. S'il y a un planning de révision parce qu'il y a un examen, je pense aux classes notamment de lycée, eh bien que ce soit l'adolescent lui-même qui décide de la gestion de son planning, tout en vous en parlant à vous, parents, pour que vous puissiez éventuellement conseiller, cadrer toujours un petit peu. Ça peut être aussi, par exemple, laisser l'adolescent gérer son budget pour ses loisirs, pour qu'il puisse planifier, qu'il puisse effectivement
justement prendre des responsabilités et enfin l'encourager à s'engager dans des projets qui peuvent être personnels ou collectifs. Ça peut être des associations sportives, de théâtre, de musique, mais aussi par exemple du bénévolat. Alors ça se reporte comment aussi donc à l'école pour ces âges-là ? À l'école, vous allez toujours et encore favoriser cet apprentissage par projet. Mais là, vous allez pouvoir aller encore plus loin. Vous allez pouvoir leur proposer de choisir, par exemple, le format de leur exposé. Ça peut être une vidéo, une présentation orale. Les enfants sont aussi plus grands, donc ont plus de possibilités. Pour répondre à ce besoin de compétences et proposer aux élèves, au collège, au lycée, des stages d'observation. Et ces stages d'observation vont être utiles parce que les expériences professionnelles vont permettre aux enfants de se projeter et de se dire « Bah oui, là, je comprends pourquoi les maths sont utiles, il va falloir que je travaille telle matière parce que si je veux faire ça plus tard, j'ai besoin des mathématiques. J'ai besoin d'apprendre l'anglais. » Voilà, là, d'avoir un véritable projet professionnel. Et toujours ce fameux besoin d'appartenance. Et là, appartenir à un groupe, mais aussi, c'est ce moment de l'adolescence qui est un peu compliqué parce que l'adolescent veut en même temps appartenir au groupe, ne pas trop se démarquer et en même temps développe son esprit critique et veut exprimer ses opinions. Et c'est ce double enjeu dans le besoin d'appartenance qu'il faut encourager, développer. Comment on évalue l'autodétermination ? Parce que c'est quand même important. Alors déjà, je voudrais un petit peu rappeler, parce que c'est peut-être le moment de le faire, tout simplement, dans ce podcast, les 3 types d'évaluation existantes à l'école. Parlons d'abord de l'évaluation diagnostique. C'est celle qu'on va faire au début d'une nouvelle compétence à acquérir. Donc l'objectif, c'est d'identifier quels sont les acquis des élèves et quels sont donc leurs besoins avant un nouvel apprentissage. Par exemple, ça peut être simplement sous forme de questions en début d'une nouvelle séquence pour connaître effectivement où en sont les élèves et ça permet d'ajuster les apprentissages. Ensuite, on va avoir l'évaluation formative qui va se situer un petit peu au milieu de ce nouvel apprentissage. Et l'objectif, là, c'est vraiment d'accompagner l'apprentissage et avec des retours réguliers. Donc, par exemple, c'est ce qu'on appelle le feedback après un exercice. Donc, c'est à la fin d'un exercice, demander aux enfants qu'est-ce qu'ils en ont retenu, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre. Et ça permet justement de passer à la suite pour s'assurer que tout le monde en est bien au même point et s'il y a besoin, par exemple, de remédiation. Et enfin, on a l'évaluation sommative, c'est les fameux contrôles, DST, là qui permettent tout simplement de mesurer les acquis et donc de donner aussi accessoirement une note. Alors, quelle évaluation va-t-on privilégier pour mesurer l'efficacité de l'autodétermination ? Eh bien, ça va être évidemment l'évaluation formative, parce que c'est évidemment la plus adaptée pour encourager l'autodétermination, parce que l'évaluation formative, elle va mettre vraiment l'accent sur le processus d'apprentissage plutôt que sur le résultat final. Donc, contrairement à cette fameuse évaluation sommative en fin de parcours, on va dire qu'elle va sanctionner une performance à un instant donné. L'évaluation formative, elle permet aux élèves de recevoir des retours réguliers et donc de comprendre de leurs erreurs et de s'améliorer progressivement et donc de se motiver. Alors cette fameuse évaluation, elle répond aux 3 besoins fondamentaux dont on parle depuis le début, donc le besoin d'autonomie. L'élève va vraiment devenir acteur de son apprentissage en identifiant ses axes d'amélioration possibles et en ajustant aussi les stratégies d'apprentissage. Le deuxième besoin, donc le besoin de compétences. Donc là, une fois de plus, l'évaluation formative va permettre à l'élève, plutôt que d'être jugé sur une note finale, de voir ses progrès et de se sentir capable d'évoluer. Et enfin, au niveau du besoin d'appartenance sociale, ça encourage tout simplement le dialogue avec l'enseignante, l'enseignant et l'élève. Et donc, c'est une sorte de co-évaluation et aussi un apprentissage entre pairs. Donc, tout ça pour dire que l'évaluation formative est très utile pour évaluer l'autodétermination puisque elle favorise une motivation intrinsèque. Les élèves apprennent pour progresser et non pour obtenir une récompense externe. Donc, a priori, une note, une bonne note. Donc, ça réduit la peur de l'échec en valorisant l'effort et ça les incite à persévérer et à prendre des initiatives. Alors, tout ce qu'on vient de dire depuis le début, ça me fait quand même un petit peu penser aux fameuses CPS, aux compétences psychosociales dont on parle très très régulièrement. Est-ce qu'il y a un lien, Élise, avec les CPS ? Oui.
vous n'allez pouvoir développer cette autodétermination que dans un climat bienveillant et sécurisant. On vous a parlé de sécurité affective, de l'importance du groupe, on vous a parlé de ce besoin d'autonomie. Eh bien, vous ne pouvez le faire que si vous considérez la personne en face de vous, quand je dis personne, oui, donc même lorsqu'ils sont enfants, capable de faire des choix, capable d'être motivé et d'être acteur de son apprentissage. Et donc, ce qu'on appelle le style motivationnel de l'enseignant va influer sur cette autodétermination. Il y a des façons de vous adresser aux élèves. Si vous voulez mettre en place la motivation des enfants, cette fameuse motivation intrinsèque, il va falloir aussi adapter votre posture, adapter votre langage. Donc vous allez éviter les ordres directs, vous allez proposer des choix, vous allez utiliser des phrases encourageantes. Oui, tu progresses dans tel domaine, voilà ce qui te reste à apprendre. Et puis vous allez remplacer la critique et engager aussi l'enfant en lui posant des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ton travail? Que te reste-t-il à apprendre? Donc ces fameuses CPS, compétences psychosociales, vont permettre d'une part à l'enseignant de réfléchir à sa posture, puisque la posture est toujours et sera toujours importante. Ces CPS permettent également aux enfants de mieux gérer leurs émotions, de communiquer efficacement, de développer leur autonomie. Oui, quand on vous parle de prise de décision, on est dans ce besoin d'autonomie. Quand on vous parle de pensée critique et créative, on est dans ce besoin de compétences. La gestion des émotions, du stress, l'empathie, la communication, là vous êtes dans ce besoin d'appartenance sociale. Il y a vraiment un lien entre l'autodétermination et les compétences psychosociales. Donc à l'école, vous allez pouvoir travailler sur l'expression des émotions, sur la maîtrise de l'expression de ces émotions. Vous allez engager un travail coopératif et puis privilégier l'écoute active entre tous, entre adultes, entre enfants. Nous avons parlé posture de l'élève, posture de l'enseignant. Il y a des pratiques pédagogiques et des aménagements qui favorisent cette autodétermination. On peut effectivement encourager le développement de l'autodétermination en utilisant par exemple la pédagogie explicite. Alors pourtant on pourrait se dire mais enfin la pédagogie explicite c'est vraiment donc expliquer les apprentissages aux enfants et donc il y aurait peu de place pour l'autonomie. Eh bien non, parce que même si effectivement la pédagogie explicite repose sur les fameuses 3 étapes clés, donc on a la modélisation quand l'enseignant va montrer clairement comment faire, la pratique guidée donc c'est l'élève qui va s'exercer avec l'aide de l'enseignant et enfin donc la pratique autonome. Alors l'élève va pouvoir grâce à la pédagogie explicite et au fait d'avoir bien compris quelque part les enjeux, donc il va pouvoir se projeter dans ses apprentissages et vraiment être maître des compétences qu'il va souhaiter acquérir et donc être de plus en plus autonome et être donc motivé de façon intrinsèque. Alors après il y a d'autres possibilités notamment en termes d'aménagement, donc il y a ce qu'on appelle la classe inversée, donc c'est l'élève qui va découvrir la leçon avant le cours, donc ça peut être via une vidéo, un texte et ensuite la séance va être consacrée aux exercices et à l'approfondissement. Donc ça ne convient pas forcément, ceci dit, comme la pédagogie explicite. Il ne faut pas, je pense, pour chacune des innovations un peu pédagogiques, le prendre comme le Graal et n'utiliser que cela. Il faut absolument se faire sa propre opinion, d'où la fameuse liberté pédagogique et que chacun s'approprie toutes ces méthodes en les faisant siennes et en les adaptant aussi au public d'enfants qu'ils vont avoir en face d'eux et qui va donc changer d'une année sur l'autre. Il y a aussi la classe renversée. Là, ce sont les élèves qui vont construire le savoir. Ils vont chercher par eux-mêmes des notions à étudier et ils vont les expliquer aux autres. Donc ça peut être valable pour certaines matières, notamment je pense au collège et au lycée, mais évidemment, une fois de plus, pas pour tout. À l'école primaire, on parle pas mal en ce moment des classes flexibles. Mais qu'est-ce donc cette histoire de classes flexibles? Ce sont des classes dans lesquelles l'espace va être adapté aux besoins des élèves. C'est-à-dire que vous allez imaginer votre espace en fonction de votre façon d'apprendre aux élèves. Au préalable, vous aurez imaginé des espaces variés avec des zones de travail en groupe, des coins de lecture, des tables individuelles. Vous allez proposer à vos élèves des postures diversifiées pour qu'elles correspondent à chaque élève. Pensez notamment aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Mais ce qui est valable pour ces élèves à besoins éducatifs particuliers est valable pour tous. C'est ça, il faut penser amélioration pour tous les enfants. C'est les fameux gros ballons que vous trouvez dans certaines classes, ces vélos sur lesquels il y a un pupitre, donc l'enfant peut lire tout en faisant du vélo et on va répondre à un besoin d'activité de l'enfant. Donc tous ces choix d'organisation vont permettre aux élèves de s'engager, d'être motivés et d'être concentrés pour travailler.
Alors, on vous propose dans cet épisode quelques petits choix de lecture parce que vous aussi, vous pouvez vous auto-former et donc vous motiver pour savoir un peu plus ce qu'est l'autodétermination et comme ça, peut-être, vous en servir, que ce soit à la maison ou à l'école. Si vous avez envie de lire ce qu'ont écrit les fameux psychologues américains Deci et Ryan, ce sera en anglais. Ça s'appelle Self-Determination Theory. Après, vous avez Roland Viau qui a écrit La motivation en contexte scolaire. Et enfin, Isabelle Filiosa, l'autonomie, comment la favoriser chez l'enfant. On arrive au terme de cet épisode consacré à l'autodétermination. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous notre podcast ou alors à nous écrire aussi sur notre réseau social @lesélises avec un Z. Vous nous retrouvez sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Et nous, on vous dit à très bientôt. À bientôt.